Alors bonsoir à tous. Merci d'être venus à notre invitation, d'avoir accepté notre invitation. On est hyper heureux de vous accueillir donc ce soir dans le magnifique lieu qui est le Maïf Social Club. Je ne sais pas si certains parmi vous connaissaient déjà le lieu, en fait sponsorisé par la Maïf, lieu dédié à l'innovation collaborative. Il y a plein d'expositions canons qui sont organisées régulièrement et je crois d'ailleurs que vous avez le programme sous vos fesses. Voilà. Donc, j'introduis en fait notre première conférence apéro We Are Makers. On a déjà organisé des apéros à Makers, mais là, c'est la première fois qu'on avait envie de partager plus qu'une bière. Et donc, du coup, pour ceux que j'ai pas encore croisés, je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Hortense Sauvard. J'ai cofondé We Are Makers. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller regarder ce que c'était que We Are Makers avant de venir, donc We Are Makers, c'est une plateforme sur laquelle chacun peut venir expliquer ce qu'il a fabriqué et montrer aux autres comment il l'a fabriqué. C'est comme ça qu'on a rencontré un certain Pierre qui était fan d'accordéon et qui en avait marre de ne pas pouvoir jouer à l'accordéon le soir parce qu'il dérangeait ses voisins et qui a inventé un objet qui lui permettait de jouer de l'accordéon tard le soir sans embêter ses voisins. C'est aussi sur We Are Makers qu'on a rencontré Abdel, qui a inventé une horloge originale où le temps est exprimé avec des mots. Si l'idée vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur la plateforme, son tuto est en ligne. C'est aussi comme ça, sur We Are Makers, qu'on a rencontré Juliette, qui est venue expliquer comment réparer de A à Z un gros et vieux fauteuil Voltaire. Ces 3 tutoriels dont je viens de vous parler ont été publiés donc par des gens comme vous et moi qui tout simplement un jour ont eu l'envie de résoudre un problème de leur quotidien ou bien de fabriquer un objet qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter. Ou encore de résoudre une équation environnementale ou écologique plus saine en fabriquant localement quelque chose plutôt que de l'acheter manufacturé à l'autre bout du monde. Donc 2 ans après le lancement de We Are Makers, on fédère aujourd'hui plus de 20 000 membres inscrits sur la plateforme. Au mois de mars, on a dépassé les 100 000 visiteurs sur la plateforme. Et en 2017, ce sont 2 millions de tutoriels qui ont été visités sur We Are Makers. Évidemment, ça correspond à une grosse augmentation puisque la plateforme date de 2016. Donc, je vous ferai pas l'affront du start-upper qui dit on fait plus le 1500%, ça veut rien dire. Donc voilà. Aujourd'hui, autour de We Are Makers, on se rend compte que, en fait, on fédère bien plus que des gens derrière leur tutoriel. En fait, on se rend compte qu'on fédère plus que des savoir-faire. Ce qui nous avait, au début, motivés pour créer la plateforme. On se rend compte, en fait, que chacun, Pierre, Abdel, Juliette, chacun apporte sa petite pierre à un édifice qui prend forme, qui est beaucoup plus grand que nous. Comment on répare plutôt que de racheter un nouvel objet de mauvaise qualité? Comment on réutilise autrement plutôt que de jeter? Comment on invente des objets dont nous avons réellement besoin ou bien des objets qui nous ressemblent? En fait, chacun à sa manière propose une nouvelle manière de consommer, de produire des objets et d'entretenir les objets qui nous entourent. Donc évidemment, quand je vois le chemin parcouru, je me dis que c'est super, ça nous booste pour aller plus loin, mais je réalise aussi à quel point la tâche est grande. C'est pour ça aujourd'hui que j'avais aussi envie de vous proposer d'entendre des points de vue qui sont parallèles à celui de We Are Makers pour donner un peu plus d'amplitude à ce mouvement, le mouvement des makers, le mouvement du faire, dont nous sommes en fait un témoin parmi plein d'autres. Juste pour vous donner quand même un chiffre, alors je ne sais pas si vous reconnaîtrez dedans, souvent les gens font « Oh !» En France, d'après l'Obsoco et son étude qui a été publiée en 2016, 93% des Français ont pratiqué une activité dans l'année qui leur a permis de créer quelque chose. Ça veut quand même dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui utilisent leurs mains pour fabriquer des choses. Alors au début de l'année, nous on a publié notre manifesto pour fêter nos 2 ans. On s'est dit en fait, au-delà des savoir-faire et des tutoriels qui sont publiés sur la plateforme, en fait, on se rend compte qu'on est une entreprise engagée, une entreprise qui a une vraie mission et on avait envie de l'exprimer, cette mission. En fait, avec We Are Makers, on veut inviter chacun à faire avec ses mains, parce qu'on est convaincu qu'un monde dans lequel on fait, c'est un monde qui est plus responsable, parce qu'on comprend mieux ce qui compose en fait les objets qu'on utilise. C'est aussi un monde qui respecte plus ses ressources et son environnement. C'est un monde aussi qui développe des qualités humaines exceptionnelles. On le voit chaque jour sur la plateforme. Le partage, la transmission, le collectif et l'idée qu'on peut apprendre en faisant. C'est des choses en fait qui font du bien.
qui font du bien pour nous en tant qu'êtres humains. Et dans le fond, ce monde, c'est presque un monde avec beaucoup de créativité et beaucoup de faiseurs. C'est presque un monde en fait dans lequel tout redevient possible. C'est pour ça qu'on a appelé cette conférence « Refaire le monde ». Généralement, quand on dit « Allez, viens, on va refaire le monde », généralement, c'est une discussion très futile, sans fin, qui va avoir lieu. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On vous propose une discussion hyper pragmatique, ancrée sur du concret, avec des cas incarnés humainement. Et donc, je vais évidemment inviter ces 4 regards au parcours très différents à prendre la parole sur ce mouvement du faire pour qu'on puisse, en fait, de manière non exhaustive, mais très humaine et très incarnée, qu'on puisse, en fait, faire un état des lieux de ce mouvement maker, de ce mouvement du faire, du do it yourself, comme on l'appelle aussi, en 2018, en ce mois d'avril. Donc du coup, on va commencer avec l'intervention de Navi Radiou. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît Navi, du coup, parmi vous. Alors, on va vérifier que la connexion en visioconférence, parce que donc Navi est basé donc dans la Silicon Valley, donc évidemment il n'a pas pu prendre un petit vol, et puis surtout on l'aurait pas encouragé, parce que quand même prendre l'avion pour 1 heure, ça pollue quand même pas mal. Donc Navi Radiou, il est en visio avec nous, on a testé tout à l'heure, normalement ça devrait marcher. Hey, bonsoir Navi. Hello, bonsoir. Enfin plutôt bonjour, parce que pour toi il est 9h30 du matin, c'est ça ? Exact. Voilà, donc nous, on ouvre les bières en bas, ici, alors que toi, tu es encore au café. Navi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté donc d'échanger avec nous. Donc pour te présenter à nos invités de ce soir. Navi, donc tu es conseiller spécialisé dans l'innovation et le leadership. Tu es affilié à la Judge Business School, l'université de Cambridge. Tu as été membre du World Economic Forum's Global Agenda Council on Design Innovation, je respire, en France. En 2013, tu as reçu le prestigieux prix Thinkers Innovation Award. Bravo pour ça. Mais moi, Navi, je ne t'ai pas connue grâce à toutes ces prestations incroyables que tu as fait. Moi, je t'ai connue grâce à ton livre. J'ai eu la chance de faire une partie de mes études en Inde, où j'ai découvert le concept de Jugad, qui est d'ailleurs la base du premier livre que tu as écrit. Tu as écrit L'innovation Jugad, redevenons ingénieux, qui a ensuite en fait donné naissance à ce livre-là que je vous conseille à tous si vous ne l'avez pas encore déjà sur votre table de chevet. L'innovation frugale, comment faire mieux avec moins. Et donc dans ton livre, en fait, ce qui est intéressant dans cette édition-là, c'est que non seulement tu réexpliques en quoi consiste l'innovation frugale, mais en plus, en fait, tu invites au fil des pages toutes les entreprises qui aujourd'hui ont déjà commencé à agir avec de l'innovation frugale pour innover mieux, moins cher, dans une économie qui est guidée par des consommateurs qui cherchent aussi à réduire leurs ressources. Donc aujourd'hui, tu as préparé une petite intervention pour nous partager ta vision du mouvement Maker en 2018. Donc avant de te laisser la parole, une petite question pour te tendre la perche. Faire moins mais mieux. Selon toi, en quoi les makers peuvent y contribuer? Merci Hortense, j'espère que vous arrivez à m'entendre. Super. Ça va? D'accord, excellent. Merci Hortense pour m'inviter à contribuer à cet événement. Donc bonsoir tout le monde. En effet, donc la question pour rebondir sur la question d'Hortense, donc c'est quoi le lien entre l'innovation frugale et le mouvement des makers? Alors déjà, je crois que ce serait, je vais utiliser en fait 2 exemples pour vraiment illustrer ou du moins expliquer le concept d'innovation frugale. Alors effectivement, étant dans la Silicon Valley, c'est vraiment antinomique avec ce concept parce que si on prenait un iPhone, ça coûte la bagatelle de à peu près $600 voire $1000 la prochaine édition. Donc c'est pas vraiment frugal, c'est innovant, mais c'est pas frugal. Donc la première dimension de l'innovation frugale, c'est comment on peut faire une innovation, une solution qui est vraiment innovante, mais qui soit en même temps abordable. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a quand même 70% de l'humanité aujourd'hui qui vit avec $10 par jour. Ils gagnent $10 par jour. Donc il faut vraiment trouver une nouvelle façon d'innover qui rende des solutions, les produits et services beaucoup plus abordables et accessibles pour la majorité de l'humanité. Donc je donne un cas concret, ce serait par exemple, il y a des millions de bébés qui sont nés de façon prématurée dans le monde
Et aujourd'hui, en Occident, on les met dans des incubateurs qui coûtent 20 000 dollars et qui consomment aussi, qui nécessitent du moins l'électricité, qui n'est pas souvent disponible dans les pays émergents, où 20 000 dollars, c'est une énorme somme d'argent. Alors, il y a 4 étudiants donc de Stanford qui ont utilisé justement un makerspace qu'on appelle un tech shop ici dans la Silicon Valley pour justement développer, vous avez dû voir ça, donc ça c'est une couveuse pour bébés prématurés, donc conçue comme un petit sac de couchage en fait, et finalement ça permet de garder un bébé à température constante pendant 6 heures d'affilée. Donc cette solution a été prototypée. Donc, c'est le concept de Lean Startup, hein, c'est faire un prototype rapide dans un makerspace. Ensuite, ils ont testé ça sur le terrain auprès dans les villages en Inde. Et cette solution, donc, après plusieurs itérations, aujourd'hui se vend pour 200 dollars. Donc, 1% du coût des incubateurs. Donc, ça, c'est le premier message de l'innovation frugale, c'est qu'effectivement, c'est comment pourrons-nous créer une solution qui coûte 10 fois, voire 100 fois, voire 1000 fois moins cher qu'une solution existante. Mais c'est pas que ça, c'est faire mieux avec moi. C'est quoi le mieux? Ben, le mieux, c'est le fait que, comparé aux incubateurs classiques, hein, qui ont en plexiglas, cet incubateur permet justement à la mère d'avoir un contact physique avec le bébé. Et ça, c'est important parce que non seulement pour la survie physique de l'enfant, mais pour le bien-être mental de l'enfant quand elle devient adulte. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi l'idée, c'est comment je peux non seulement faire un produit qui soit 10 fois, 1000 fois moins cher, mais quelque chose qui apporte beaucoup plus de valeur aux utilisateurs. Donc, ça, c'est première dimension de l'innovation frugale, c'est comment, en fait, j'appelle ça frugaliser, c'est-à-dire trouver une problématique et dire comment je peux créer une alternative qui soit 10 fois, 100 fois, 1000 fois moins chère, tout en apportant bien plus de valeur. Donc ça, c'est la première dimension de la frugalité. Deuxième dimension, c'est justement le fait que faire l'innovation, c'est pas cheap, parce que ça demande quand même, on pense que ça demande des millions de dollars, des grands centres de recherche, donc c'est coûteux en fait. On a toujours cette illusion, cette impression que l'innovation, en fait, ça coûte de l'argent. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'innovation se démocratise. Donc ça, c'est la deuxième dimension de l'innovation frugale, c'est qu'avec des composants, comme vous savez, le Raspberry Pi, qui est un micro-ordinateur, en fait, un microcontrôleur de la taille d'une carte de crédit qui coûte aujourd'hui 35 dollars. Et il y a une nouvelle édition qui coûte maintenant 5 dollars, qui a été inventée par Eben Upton à Cambridge University en Angleterre. Et ça, c'est en train de vraiment démocratiser l'innovation parce que avec ça, monsieur, madame, tout le monde peut maintenant inventer des produits eux-mêmes. Par exemple, il y a un père qui a inventé un baby phone lui-même au lieu de l'acheter dans un marché, quoi, okay, dans un magasin. Et aujourd'hui, ils ont déjà vendu 15 millions d'unités en 5 ans. Et avec ça, maintenant, vous pouvez développer des appareils médicaux très complexes. Il y a maintenant un cosmonaute britannique qui fait des expérimentations dans la station internationale dans l'espace en s'appuyant justement sur la programmation qui est faite par des enfants en Angleterre. Donc, ça permet aussi aux filles en particulier d'apprendre la programmation de façon très ludique. Donc, ça, c'est la deuxième dimension de l'innovation frugale, c'est comment, en fait, on démocratise l'innovation en rendant ces outils, en fait, ces outils comme des briques, hein, beaucoup plus abordables. Et en plus, ça, c'est open source. Donc, ça permet effectivement de faire évoluer l'innovation dans ces composants aussi. Donc, c'est les deux dimensions, donc l'innovation frugale. Je crois que ça se connecte avec le mouvement des makers parce qu'effectivement, les makers, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir créer un espace communautaire où les gens puissent effectivement s'exprimer librement et utiliser effectivement ces building blocks, hein, c'est comme des composants Lego justement, et non pas réinventer la roue. Donc l'idée, c'est effectivement de s'appuyer sur des connaissances existantes, des technologies existantes, et non pas réinventer la roue pour rapidement justement prototyper des solutions avec des imprimantes 3D. Donc, c'est ce que j'appelle aller d'une idée à une solution de façon très rapide et de façon très frugale. Donc, c'est vraiment ça où je vois, ça c'est la première vague hein, des mouvements de makers. Mais je crois que la prochaine vague qui commence va être beaucoup plus excitante, où effectivement le mouvement de makers
comme Hortense l'a dit, n'est pas restreinte à juste 1% des citoyens et qui se pratique uniquement dans quelques Fab Labs ou dans quelques makerspaces, mais c'est en train de devenir mainstream avec justement la montée de la génération Y et surtout Z, qui effectivement consomme et va même apprendre dans le secteur éducatif et surtout travailler différemment. Et c'est là que ça m'excite parce qu'on voit plein d'initiatives où, par exemple, en Barcelone, ils sont en train d'aller de Fab Lab à ce qu'ils appellent un Fab City. Donc, l'ancien maire de Barcelone a lancé une initiative où chaque quartier, il veut qu'il y ait un Fab Lab pour pouvoir justement décentraliser la production d'énergie, d'alimentation et des objets de tous les jours, hein, donc l'industriel, quoi, les processus industriels. Comment en fait on peut basculer d'un modèle centralisé, capitaliste, c'est production de masse, consommation de masse, hein, grosse usine, grand supermarché, à un nouveau modèle où l'offre et la demande, donc on rentre dans une nouvelle ère où on peut faire la micro-fabrication dans des micro-usines, hein, dans chaque quartier, pour répondre aux besoins locaux. Donc ça c'est donc une première initiative intéressante où effectivement, quelque part, on est en train d'implémenter la vision de Mahatma Gandhi. Hein. Gandhi, quand il a obtenu en Inde l'indépendance des Britanniques, il était obsédé par cette idée de créer des Fab Labs. Il appelait ça des Fab Labs, mais l'idée c'était qu'on avait 60 000 villages en Inde. Il voulait s'assurer que chaque village ait la capacité de devenir autosuffisante en termes de production locale. Malheureusement, le premier ministre indien, Nehru, il était attiré par le modèle socialiste. Donc, on a commencé à bâtir comme en URSS, hein, des grosses usines. Donc, on a commencé à centraliser la production. Donc, quelque part, je crois qu'on revient un peu à cette vision de Gandhi. C'est vraiment une façon de décentraliser la production en créant justement des micro-unités de production qui soient beaucoup plus proches des utilisateurs et même que les utilisateurs, en fait, ne soient pas passifs et deviennent des prosommateurs, c'est-à-dire puissent produire eux-mêmes les biens et services et non pas être des consommateurs passifs. Voilà. Et puis finalement, dernier point, c'est où je vois que les plateformes des makers va devenir en fait les écoles de demain. Et j'ai eu le plaisir et le privilège d'être le témoin justement d'un de ces projets. Et j'ai créé une tribune qu'on peut partager avec vous, qui en fait c'est un makerspace à Bombay en Inde, où on a fait venir 100 étudiants de l'Inde et la France, en particulier de l'école de management de Lyon et CRI, donc Centre de recherche interdisciplinaire de François Tadei, pour justement co-créer des solutions dans un makerspace pour répondre aux enjeux des objectifs durables, hein, le SDGs des Nations Unies. Et donc, c'est un programme de 10 jours où effectivement les étudiants, en utilisant les outils existants dans les makerspaces comme rapid prototyping, laser cutting, excusez-moi mon franglais, mais les imprimantes 3D, l'idée c'est de dire on les expose d'abord aux problématiques et ça c'est important, c'est que le makerspace, c'est que on rentre pas dans le makerspace comme un expert de solution. C'est-à-dire, on vient pas inventer un marteau. On va d'abord étudier le clou, bien comprendre, et ensuite on crée un marteau. Et on se rend compte peut-être qu'on n'a pas besoin d'un marteau, mais plutôt un tournevis. Donc c'est vraiment, on n'est pas un expert de solution, j'appelle ça un expert de problème. Je m'accapare du problème, je vois qu'il y a un gros problème, et je suis vraiment motivé pour le résoudre en communauté. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait pendant 10 jours. Ils ont appris effectivement c'est quoi les problématiques avec le design thinking, comprendre les enjeux des usagers, ensuite apprendre les outils, créer un prototype, tester et ensuite créer effectivement un deuxième prototype, etc. Donc, je crois que ça m'a beaucoup fasciné parce que c'est vraiment l'avenir, c'est où effectivement je vois les plateformes makers devenir une nouvelle façon en fait d'enseigner ce qu'on appelle les STEM, hein, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, et voire l'art, aux étudiants demain. Voilà. Donc, en gros, pour moi, le mouvement des makers, on n'est que la version 1.0 aujourd'hui, hein, qui est vraiment fabriquer des objets, hein, soi-même, en communauté. Mais je vois ça plutôt devenir tout un nouveau modèle de création de valeur économique, sociale, et même potentiellement une façon de non seulement refaire le monde, mais refaire l'économie,
refaire la société. Et surtout, comme j'étudie dans mon prochain livre, c'est comment on refait soi-même. Parce que je vois aussi que le plateforme Makers peut être une nouvelle façon effectivement de faire évoluer sa conscience aussi. Voilà. Donc, désolé, mais c'était très rapide, mais j'espère que c'était utile et peut-être qu'on aura le temps pour discuter un petit peu. Super, merci beaucoup Navi. Alors du coup, est-ce qu'il y a éventuellement une petite question à poser? Non. Je crois que malgré le court temps, tu as réussi à un peu nous scotcher avec des exemples hyper pragmatiques. En même temps, ce cas pratique qui a eu lieu dans le Makerspace de Bombay. Et puis surtout, voilà, pour conclure, moi j'ai envie de dire, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, surtout ces cas concrets portés par l'innovation frugale, n'hésitez pas à voilà, vous procurer le livre de Navi. Alors, ton prochain livre, il sort quand? C'est en avril prochain, ça s'appelle La Société consciente. Le sous-titre, c'est justement réinventer comment on consomme, travaille et nos modes de vie, en fait. Okay. Bon, tu as encore un an pour peaufiner tout ça, c'est ça? Exact. Bon, bah, merci beaucoup, Navi. Et puis, à très bientôt, Bon j'espère, courage, quand tu viens à Paris. Bye bye. Namasté. Du coup, bon, j'avoue que je suis un peu émue parce que Navi, c'est un peu un des mentors. Voilà, quand on est entrepreneur, on a forcément plein de gens qui nous ont inspirés. Vous connaissez certainement Nedger Schenfield. Moi, Navi, il fait partie de mes mentors. Donc voilà, j'espère que ce qu'il a partagé vous a inspiré. C'est vrai que si en une phrase, je devais résumer un peu ce qu'il nous a dit, en fait, au-delà de la fabrication des objets et de partir de la résolution d'un problème, en fait, les makers nous invitent à une nouvelle forme d'économie, une nouvelle société et sans doute une nouvelle conscience. Donc, avant de partir dans les nuages avec nos consciences, je vous propose d'accueillir Constance Garnier. Bienvenue, Constance. Voilà, bah écoute, je sais pas, c'est quoi ta couleur préférée? Alors, oui, ça doit. Et en fait, avec Constance, on s'est dit, évidemment, je vais vous expliquer quel est le parcours de Constance. On s'est dit que c'était hyper intéressant de comprendre vraiment quelle est l'évolution en fait de ces lieux. On parle énormément des Fab Labs. Si vous êtes là, il y a fort à parier que vous-même vous avez déjà visité un Fab Lab. Alors ça m'intéresse quand même de faire la question à main levée. Parmi vous, donc, qui n'a pas entendu parler de Fab Lab? Parmi vous, qui n'a jamais été dans un Fab Lab ou un makerspace? Donc on a 5, 6, 7 personnes peut-être. Je ne suis pas très bonne en mathématiques visuelles. On doit être une cinquantaine, donc j'imagine que c'est 10%. Mais bon, voilà, si vous êtes là ce soir, c'est que le sujet vous intéresse. Donc je pense que c'est un peu biaisé. Donc Constance, je vais te présenter rapidement. Donc tu es doctorante en sciences de gestion au sein de la chaire industrielle de recherche en ingénierie et innovation frugale au département ESES de Télécom Paris Tech. Tu as étudié du coup les formes de collaboration au sein des Fab Labs dans le cadre du réseau international et aussi dans le cadre de ta thèse que tu as fait sur l'impact des Fab Labs sur le management de l'innovation. Tu es membre du conseil scientifique du réseau français des Fab Labs. Et tu participes du coup à ce mouvement en France et à l'international depuis 2013, donc déjà 5 ans, notamment parce que tu as participé à la co-création et à la coordination des Fab Lab Festival, dont on parlera tout à l'heure, qui ont eu lieu en 2015, 2016 et 2017, qui était la réunion des Fab Labs français, et portée par Artilect. Donc en préparant cet échange, on trouvait que c'était intéressant de refaire un petit point sur ces Fab Labs. Notamment au travers du thème, en fait, faire en réseau. Parce qu'on se rend compte, et vous l'avez senti quand Navi a parlé des makers, au final, un maker seul dans son coin, il n'est pas grand-chose. Ce qui a vraiment donné de l'élan à ce mouvement, c'est la connexion. C'est évidemment le numérique qui a amené plein de nouveaux outils à utiliser au quotidien. Mais c'est aussi, du coup, cet effet de communauté et de lieu. Donc, pour commencer, Constance, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui a été à l'origine du premier Fab Lab aux États-Unis, et qu'est-ce qui a fait que cette idée en fait a émergé? Merci. Hortense, bonsoir tout le monde. On m'entend, c'est bon. Alors du coup, ravie d'être là. Doctorante, donc du coup la thèse est en cours, juste pour
On a le droit de dire doctorante quand même. Oui, Docteur, mais c'est que encore du coup, après, tu as dit la thèse que tu as faite. Alors, Oui, ça pardon. sonne Excuse-moi, magnifique à mes oreilles. Non, mais le job n'est pas fini. Il va falloir t'y coller en rentrant. on n'y est pas encore. Alors, l'origine des Fab Labs, donc il y en a sûrement parmi vous qui le savent déjà, étant donné votre proximité avec le sujet. En fait, à la naissance du concept, on est au MIT à Boston. Et en fait, il y a donc Monsieur Neil Gershenfeld qui est dans un laboratoire un peu particulier qui travaille sur les bits et les atomes et la matérialisation du numérique inversement et du digital. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont un laboratoire de fabrication au sein du MIT qui rassemble un parc machine extrêmement coûteux et avec des machines très précises et très complexes, machines que leurs étudiants ne sont en capacité d'utiliser qu'une fois qu'ils ont fini d'être formés, donc ce qui est un peu dommage. Donc ils décident de monter un laboratoire de prototypage qui sera uniquement dédié au prototypage avec des machines de bien moins bonne gamme qui, soit dit en passant, sont toujours bien de gamme beaucoup plus élevée que celles qu'on trouve dans la majorité des Fab Labs aujourd'hui. On est quand même au MIT. Mais toujours est-il qu'ils font ce laboratoire avec des machines beaucoup plus accessibles, de prototypage rapide, que par la même occasion, ils créent un cours qui s'appelle How to make almost anything, le almost étant entre parenthèses, donc comment faire à peu près n'importe quoi. Et ils ont ouvert ce cours à toutes les disciplines, avec comme consigne pour les apprenants de répondre à un besoin tout à fait personnel, ce qui rejoint vraiment ce que tu disais tout à l'heure sur savoir faire des objets pour soi. L'idée, c'était d'aller à l'encontre des intuitions d'innovation, c'était créer un projet qui réponde vraiment uniquement à vos envies personnelles et cherchez pas à toucher une masse ni même une niche. Et en fait, après avoir créé ce laboratoire-là, d'une part, c'était extrêmement concluant pour leurs objectifs internes, mais en plus, ils se sont rendus compte que de mettre en synergie des gens très interdisciplinaires autour de projets personnels, ça fonctionnait bien, et que ce type de laboratoire pouvait finalement être réplicable assez facilement. Donc très rapidement, ils le répliquent à quelques endroits du monde, en les mettant en réseau, plutôt dans des lieux où il y avait vraiment un intérêt d'autosuffisance, où il y avait une vraie nécessité sur le territoire. Et en fait, c'est un peu a posteriori que vraiment la philosophie complète s'est construite. Ils essaiment un peu, et là ils se rendent compte, ils se disent en fait, si on crée partout dans le monde des laboratoires qui ont les mêmes machines, qui communiquent entre eux, qui sont accessibles à tous et qui invitent les gens à faire par eux-mêmes, à ce moment-là on peut révolutionner le monde. On peut changer globalement le mode de production mondial et de consommation, et c'est un peu aussi ce vers quoi nous ouvrait Navi avec l'idée des makers 3.0. C'est cette idée de on va changer le monde parce que non seulement on va faire aux gens, mais en plus on va communiquer via les outils. Et donc en 2009, ça s'institutionnalise un petit peu avec la création de la Fab Foundation, l'édiction d'une charte. Et juste pour revenir tout de suite sur le petit point sémantique, comme ça a été très bien dit, parmi la grande masse des makerspace se trouvent les Fab Labs, qui est une chaîne, on va dire, qui est chartée, marquée. Donc le terme Fab Lab est un peu utilisé comme terme générique, mais les gens qui se revendiquent Fab Lab l'ont fait par choix et adhèrent à une charte bien particulière. De la Fab Foundation. Exactement. Ouais. Alors du coup, donc il y a plein d'autres lieux qui ont essaimé aux États-Unis et puis dans le monde. Aujourd'hui, on compte plus de 1255 Fab Labs qui reportent à cette fameuse charte. Donc comme tu dis, ça n'intègre pas les makerspaces, les lieux d'innovation privée ou même des lieux qui sont rattachés à des entreprises. Parce qu'il y a énormément d'entreprises qui développent leur propre makerspace. En France, il y a à peu près 157 Fab Labs qui reportent du coup à la fondation. Alors qu'est-ce qui explique d'après toi ce développement ? Plus de 1300 lieux partout dans le monde en une quinzaine d'années. Alors il y a deux choses du coup. Il y a le développement mondial. Je pense que c'est lié en fait à une dynamique beaucoup plus globale que je pense vous vivez tous et qu'on vit un peu aussi ici avec ce lieu, avec ce que dit Navi. C'est le développement d'espaces collaboratifs de travail dans lesquels on mutualise des outils de travail quels qu'ils soient, de l'espace, des connaissances, voilà, et des lieux ouverts plus ou moins collaboratifs dans toutes les thématiques avec une explosion des espaces de coworking, des espaces de co-making, des incubateurs, des lieux ouverts, du télétravail, des digital nomades. Il y a globalement une vague culturelle internationale qu'on retrouve à peu près partout. Après, chaque pays et chaque zone géographique du monde a ses propres attributs culturels qui justifient et expliquent un peu plus pourquoi le développement. Et alors aujourd'hui, la France, si on souligne ce chiffre de 157, c'est que c'est à peu près 11% du réseau mondial, ce qui est énorme. Ça 10 de moins qu'aux États-Unis. Le territoire n'étant pas tout à fait le même, ça pose question. Et il y a plusieurs éléments d'explication à ça. Le premier, c'est la culture associative française. En France, le concept de Fab Lab a été vraiment réapproprié par des mouvements bien particuliers
différents et qui se sont croisés et je pense rencontrés parce qu'il y a la culture associative en France. Le statut de loi 1901 est typiquement bien de chez nous. Et il imprègne tous les territoires et ça a été récupéré par des mouvements d'éducation populaire, par parce que c'est pas nouveau de faire ensemble et de faire comme ça, tous les historiques de clubs de robotique, de makers qui ne s'appelaient pas encore comme ça, et puis des collectifs d'architectes, de designers, enfin ça a croisé plein de disciplines. Donc du coup, il y a tout un tas de Fab Labs finalement avec des orientations originelles très différentes selon la nature des porteurs qui les avaient créés, qui se sont montés. Le deuxième élément culturel, c'est ce côté très libre et libertaire qu'ont eu les Français dans leur appropriation du concept, avec peut-être une exagération dans les traductions, qui ont fait qu'on a un réseau qui a été très bottom-up. Aujourd'hui, il est structuré et on va y arriver. Mais contrairement à différents pays où il y a eu un gros Fab Lab qui a développé des petits Fab Labs, qui eux-mêmes ont essaimé des petits Fab Labs avec un côté un peu hiérarchique finalement dans tout ça, en France, chacun a fait son Fab Lab dans son coin et à un moment donné, quand il y avait une masse suffisamment large de gens qui avaient complètement interprété le truc à leur manière, on s'est dit tiens, quels sont les points communs pour nous-mêmes se réunir. Il y a un troisième élément qui est important en France pour expliquer cette explosion, c'est mine de rien les politiques publiques. On a eu en 2014 un appel à projet porté par Fleur Pellerin et Arnaud Montebourg, donc qui a envoyé le signal non seulement aux acteurs de ces milieux-là qu'il y avait de l'argent public disponible pour ça, qu'il y avait un intérêt politique et que donc c'était un secteur dans lequel on pouvait se positionner. Et ça a envoyé aussi le signal à toutes les collectivités territoriales locales que ça faisait partie des lignes à poursuivre. Il y a eu quand même cette espèce d'élan d'entraînement où il y a eu plusieurs régions qui se sont positionnées là-dessus. Et là où avant, on allait mettre de l'argent dans des établissements publics numériques, là, d'un coup, c'est les Fab Labs qu'il fallait suivre. Donc voilà, tous ces éléments-là combinés, à mon avis, expliquent pourquoi en France, on a un réseau aussi dense. Alors du coup, on va revenir sur la création du premier Fab Lab français. Est-ce que tu peux nous en parler, du coup voilà, qui a porté le projet, où est-ce que ça se situait Alors moi, j'y étais pas, mais le premier Fab Lab français, c'est Artilect, et c'est celui dans lequel... c'est le premier que j'ai découvert et celui dans lequel mon cœur s'est attaché, tout particulièrement en tout cas. Donc à Toulouse. À Toulouse. En fait, à la base, c'est l'histoire de deux très bons amis, qui avaient envie de créer un espace donc de loisirs, un espace hors travail qui soit dédié à croiser les différents champs disciplinaires scientifiques. Ils étaient tous les deux intéressés par la robotique, et dont un a fait son doctorat en robotique. Donc voilà, une interdisciplinarité scientifique qui se retrouverait autour de faire des projets ensemble. Et puis l'un des deux, justement, a fait son doctorat à Toulouse, mais il est parti en visiting, notamment sous la direction d'Aude Lipson, qui est un grand roboticien, qui lui a dit « Mais en fait, ce que tu es en train de me raconter là, ça s'appelle un Fab Lab, et j'ai un très bon ami qui s'appelle Neil Gershenfeld, je m'en vais donc te le présenter. » Et suite à cette rencontre, donc Nicolas Lassabe, le fameux doctorant, est devenu un peu le premier relais en France de Neil Gershenfeld, son premier poulain, on va dire. Et donc Nicolas Lassabe est rentré avec rien pour monter son Fab Lab, si ce n'est l'adoubement du grand gourou. Donc ils ont monté leur lieu, ils ont convaincu leur directeur de thèse, qui fait toujours, Yves Dutin, qui fait toujours partie du conseil d'administration du Fab Lab. Ils ont créé la première version dans un placard ménage qui a été dégagé pour ces deux rigolos qui voulaient faire leur petit club. Mais finalement, ça a pas mal pris. Et puis, ils ont déménagé dans une cave où il n'y avait pas d'accès à l'eau, bref. Et puis, donc là, ils arrivent à une 50aine de membres. Et puis, en 2013, le gros virage s'opère puisqu'ils arrivent à trouver un lieu. Donc, il y avait toute une équipe de garçons qui voulaient un lieu pour un Fab Lab, toute une équipe de femmes qui voulaient un lieu pour un espace de coworking sur l'économie sociale et solidaire. On n'est pas du tout dans les clichés. Hein. Et ils se sont retrouvés... Non, on coupe. Non, mais finalement, c'est la deux choses ont mergé qui ont réussi à se faire. En même temps, c'est super de créer de la mixité avec des compétences et des aspirations différentes. Et donc là, on est en 2009, au moment où il commence à ouvrir le placard. En 2009, il l'ouvre, et en 2013, on passe d'un coup de 50 à 300 membres, d'où le lieu joue beaucoup quand on ouvre un lieu. Et là, aujourd'hui, plus de 1500 adhérents. Plus de 1500 adhérents aujourd'hui chez Artilect. Dans ce Fab Lab. Ouais. Du coup,
Alors, c'était quand même amusant d'avoir ce côté adoubement. On sent que voilà, ce phénomène, il a quand même largement, pour nous, membres de cet écosystème, été inspiré par ce qui s'est passé aux États-Unis, dans la manière aussi dont tu parles de cette origine et de cet adoubement américain. Il n'empêche que voilà, l'écosystème français, il est hyper dynamique. Alors toi, tu as participé à l'organisation des Fab Lab Festivals qui ont eu lieu en France en 2015, en 2016, en 2017, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les Fab Labs français ont décidé de se réunir? Et du coup, est-ce qu'il y a eu des différences? Qu'est-ce qui s'est passé en 2015 versus 2016 versus 2017? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont progressé, qui ont évolué justement au sein de ce réseau français des Fab Labs? Alors, en fait, donc, parfaite transition, en fait, le Fab Lab Artilect se crée en 2009, d'autres se créent très rapidement en suivant. Donc il y a une petite communauté de Français qui sont dans ce milieu-là. Et dès 2010, Artilect participe au Toulouse Fab Lab Conférence, en fait, est partenaire d'un festival Arts et Sciences. Il participe en organisant les Toulouse Fab Lab Conférences. Donc pendant plusieurs années, tous les ans, il y avait ce rendez-vous national pour parler des Fab Labs. Et puis arrivé en 2014, on s'est dit, bon, la communauté commence à s'être vraiment étoffée, il y a du monde, c'est complètement absurde de parler de lieux dans lesquels on passe notre temps à dire aux gens de faire et à aider les gens à faire, donc on va organiser organiser quelque chose, un événement qui reflète plus les valeurs et l'esprit qu'ont les Fab Labs. Et donc la première édition s'appelait Se réunir et faire. Et l'idée, c'était d'organiser un événement qui soit gratuit, ouvert à tous, et dans lequel on fait et on repart avec des choses et sans rien acheter sur place. Ça, c'était notre première ambition. La seconde, c'était aussi de se dire que tous ces gens des Fab Labs, moi j'avais fait du coup ma première enquête, mes premiers travaux de recherche sur la collaboration entre les Fab Labs, et je me rendais compte que ne collaboraient entre eux que ceux qui s'étaient déjà rencontrés, qui avaient eu la chance de déjà se voir. Et pour avoir la chance de se voir, c'est pendant un autre événement pendant lequel on a très peu de temps. Donc il y avait un enjeu crucial à faire se rencontrer les gens pour qu'ensuite ils puissent collaborer. Donc ça, c'était le deuxième enjeu. Et le troisième, c'était comment est-ce qu'on s'inscrit vraiment dans nos écosystèmes professionnels et sociaux. Donc le Fab Lab Festival a toujours gardé cette structuration-là en trois temps. Une journée qui est de l'entre-soi des Fab Labs, et c'est entre nous et on travaille, on se structure. Une journée qui est la journée pro, où on est en lien donc avec des professionnels, ça va des start-upers, entrepreneurs, des grands comptes industriels, des chercheurs, etc. Et puis un festival grand public ouvert à tous, où on fabrique, où c'est beaucoup plus dans la démocratisation. Ça, c'est toujours resté. Ce qui a évolué, vraiment, si je prends juste l'angle d'attaque du réseau français, des Fab Labs, la première année a consisté à... on a travaillé en fait 3 mois en amont, pendant, puis 6 mois en aval sur qu'est-ce que doit être le réseau français des Fab Labs. Donc vous imaginez le nombre de questions qui se sont posées, rédiger des statuts, les poser, etc., rédiger les textes, qu'est-ce qu'on veut pas, qui sommes-nous. Ça a pris beaucoup de temps. Et parce qu'on voulait le faire de manière extrêmement collaborative, donc chaque mot a été validé par tout le monde. Donc ça, c'était le chantier de la première année. La seconde année, on a pu faire la première assemblée générale puisque l'association avait été créée entre-temps. Et puis lancer des premiers projets collectifs. Et puis la troisième année, c'était celle-ci où on a du coup validé, entériné le fait qu'on allait accueillir Fab 14 en 2018. Et là, ça nous a permis de vraiment rentrer dans le beaucoup plus concret de la structuration du réseau, lancer des nouvelles activités, lancer un nouvel événement uniquement dédié à ce travail d'entre-soi qui va être rendez-vous en octobre. Voilà, October Make. Oui. Alors du coup, super, Fab 14, donc c'est une grosse actualité, on arrive là. Donc 2017, c'était le dernier rendez-vous du réseau en France. Et donc, la France accueille cette année Fab 14. Donc énorme actualité pour les Fab Labs français. Fab 14, c'est donc un rendez-vous international. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment ça s'organise, ce genre de rendez-vous, où on va accueillir donc des Fab managers et des membres de Fab Lab du monde entier, mais aussi des makers. Il y aura aussi une partie ouverte au grand public. Et les Français font pas exactement les choses de la même manière que voilà, ce genre de réunions quand elles ont lieu dans d'autres pays. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui se prépare? Ouais, alors le français est rebelle. Déjà, juste pour rendre... je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure.
malgré l'appellation française, et la 3e édition s'est appelée European Fab Lab Festival et avait une vocation internationale, tous les ans, on a eu la chance et le privilège d'avoir une trentaine de Fab Labs internationaux qui se sont joints, beaucoup de Fab Labs d'Afrique francophone et beaucoup de Fab Labs européens. Mais c'était entre nous, et dans cette structuration, on a été énormément aidés par d'autres Fab Labs et notamment d'autres réseaux nationaux qui s'étaient déjà fondés. Alors, Fab 14, donc, ça va être la 14e année que le réseau international mondial des Fab Labs se réunit. À Fab 10, à Barcelone, c'est la dernière fois qu'on était en Europe, et c'est là qu'a été créé le concept, institutionnalisé le concept de Fab City, officialisé. Là, cette année en France, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les choses comme les autres? Alors, je vais le prendre à rebours sur l'événement. Ça se passe en juillet. Du 16 au 22, on est à Toulouse. Et il y a l'événement classique, c'est-à-dire 5 jours de rassemblement très professionnel et pointu qui est adressé aux gens qui travaillent dans les Fab Labs ou travaillent avec, avec des journées thématiques. Puis 2 jours de festival, comme on a maintenant l'habitude d'en faire à Toulouse et comme il y en a toujours en clôture de Fab X, où là, on se retrouve sur 2 jours, grand public, avec des ateliers de fabrication en tout genre. Ça, c'est l'événement toulousain. Mais on avait envie de rendre grâce à l'ensemble du réseau français, se disant Artilect, avec les festivals qui ont déjà été organisés, n'a pas besoin de cet événement-là pour sa propre visibilité et son rayonnement. Et par ailleurs, il est soutenu par l'ensemble du réseau. Il faut que ce réseau-là se voit, on est dense, on est fier. Donc, on va décentraliser l'événement. Donc, juste avant Toulouse, il va y avoir 2 jours, les 13 et 14. Est-ce que j'ai bon? À Paris? À Paris. Non. Paris, Non, 14-15, voilà. 14-15, c'est partout en France, enfin, c'est dans 8 villes. Et là, c'est thématisé aussi. C'est 2 jours où, du coup, quand on s'y inscrit, on est nourri, logé. Et là, c'était vraiment l'idée aussi de retrouver un esprit un peu communautaire, colo, et vraiment de se rencontrer, parce que les événements deviennent tellement grands que c'est moins familial. Et là, c'est thématique. Donc, il y a la question de la mobilité en Puy-en-Velay, la question solidarité, la question de agriculture, food. Il y en a un recherche sur le plateau de Saclay, etc. Voilà, ce qui est original, alors on va pas pouvoir entrer dans le détail malheureusement de tout ce qui se prépare sur Fab 14, mais ce qui est original, c'est que chaque région de France en fait va incarner une spécificité. Et donc tous les Fab Labs vont être ouverts pour accueillir des membres de Fab Labs qui viennent du monde entier, et il y aura une partie ouverte au grand public. Du coup, pour ceux qui voudraient plus d'informations sur Fab 14, moi je vous invite à aller regarder le site internet qui vient de sortir, fab14.org. Et peut-être, du coup, je suis désolée, je vois le timer qui m'envoie des petits électrochocs. Je peux dire un petit mot de Fab City? Bien sûr. Oui, Fab City, exactement. Ouais. Puisque c'était un petit peu le sens de la conclusion. Donc vas-y, parfait. Fab City, donc c'est le concept dont Navi nous parlait rapidement. Si tu veux expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Vraiment en 2 secondes, et puis vous trouverez plein de choses sur Internet. Ce qui est souvent dit, c'est que c'est passé d'un modèle Pito à Dido, donc un modèle Product in, Trash out, où on importe des produits et on rejette nos déchets, à un modèle où on fait Data in, Data out. Et c'est vraiment le fait de partager les connaissances en open source, en open hardware, etc. Et puis avec le big data, enfin toute la question de, voilà, on échange et on a des données et on produit en interne, on recycle nos déchets. Donc ça allie économie circulaire, économie collaborative, etc. Et si cette thématique vous intéresse, la 3e brique de ce grand Fab 14+, c'est le Fab City Submit qui aura lieu à Paris. Donc il y a 2 jours de Submit pro à la Villette, puis, et là je pense que c'est le plus intéressant pour les franciliens qui sont sensibles sur ces thématiques-là, 10 jours de Fab City Campus. Donc c'est 10 jours dans le parc de la Villette, c'est organisé en filière, bois, électronique, plastique, etc. Et ça s'est organisé par, en fait, ces événements-là structurent eux-mêmes le réseau, puisque de la même manière que dans chacune des régions, ça fait bosser ensemble tous les Fab Labs qui jusqu'ici n'avaient pas eu le bon prétexte pour le faire. Là, à Paris, c'est bien au-delà des Fab Labs le concept de la Fab City, et donc il y a une trentaine d'acteurs qui, pour la première fois, travaillent ensemble pour créer ce campus-là, qui n'attend que vous. Super. Merci beaucoup Constance. Alors j'avoue que on est passé très rapidement sur plein de concepts, mais je trouve que ça donne un bon panorama de l'évolution de ces lieux, de leur connexion entre eux. Et évidemment, Fab City pour nous, en tout cas pour Constance et moi, je vais pas parler pour vous tous, mais c'est un nouvel écosystème qui s'ouvre potentiellement pour l'organisation de nos villes. Comment on peut fabriquer localement, pas uniquement au sein d'un Fab Lab, mais au sein de toute l'organisation d'une ville. Et ça, potentiellement, ça peut avoir un impact incroyable sur notre environnement, sur les connexions aussi des habitants entre eux. Et je vous invite, concernant Fab City, à aller regarder ce qui a été réalisé à Barcelone, puisqu'il y a eu pas mal de tests qui ont été mis en place. Donc voilà, donc je vous laisserai vous référer
aux internets pour creuser ces sujets. Alors, sans transition, mais quand même avec une petite aparté. Donc, merci beaucoup, Constance. Et évidemment, donc Constance sera là autour de la bière tout à l'heure. Donc, si vous voulez prolonger, voilà, vous n'hésiterez pas. Donc, après avoir compris comment aujourd'hui en France on fait en réseau, revenons au basique. En fait, dans le fond, refaire le monde, c'est avant tout faire un objet. Et donc, pour faire un objet, j'invite donc Pierre Lotta à venir me rejoindre sur ce magnifique siège rouge. Donc, Pierre, bienvenue. Est-ce que tu as un peu de place? Pas beaucoup. Alors, attends, je t'en fais. Bonsoir. Alors, faire un objet, donc c'est un peu le résumé de la petite discussion du coup qu'on va avoir ensemble. Donc je vais commencer par te présenter. Donc Pierre, tu t'es formé à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, à l'école Boulle et à l'école Olivier de Serres. Tu réalises des projets design en partenariat avec des marques, tu écris des rubriques pour des magazines de déco, tu participes à des jurys, à des conférences, tu animes des ateliers créatifs. Et tu es l'auteur du livre, alors est-ce que tu l'as apporté? Parce que moi j'ai plus le mien. Voilà, super. Et tu as écrit donc ce livre aux éditions Obéquet, 1 heure, un objet. Webec. Excuse-moi, je le dis pas avec l'accent. Pourtant, je viens du Nord, donc j'aurais pu... Parce que c'est la nationalité de la maison d'édition, c'est quoi? En fait, ça appartient au groupe Gallimard. D'accord, ok. Donc c'est une des marques en fait du groupe Gallimard. Ok. 1 heure, un objet qui présente en fait tes créations et les explications pour les faire soi-même. Alors déjà, vu les 3 formations que tu as eues, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que tu as appris au cours de ces 3 différentes formations? En fait, moi j'ai commencé à l'école Boulle donc par une formation métier d'art et notamment dans l'atelier conception application métal. Et où j'ai vraiment appris toutes les techniques, en fait, comment travailler le métal, comment l'usiner, et toutes les techniques autour de ça. Donc, et en parallèle, en fait, à l'école Boulle, il y a tout un côté design. En fait, ils nous forment un peu à tout ce qui est la conception d'objets, de meubles. Donc ça, c'est vraiment pour la partie école Boulle. Après, donc j'ai fait à Olivier de Serres une formation de design industriel. Donc là, c'était vraiment beaucoup plus axé design produit, design industriel. Et après, donc, je suis passé aux arts décoratifs, où là, j'ai une formation qui était à la fois... j'ai fait du graphisme, de la vidéo, du design objet. Donc, vraiment, j'ai eu ce côté, en fait, pluridisciplinaire. Et donc, c'est ça qui m'a amené à faire ce livre et aussi à avoir... en fait, comment dire? C'est-à-dire que, quelque part, en fait, je fais des objets, mais je les communique. Donc, je les communique à travers des supports photos, des supports vidéo. Et c'est le fait d'avoir fait ces formations, en fait, qui, à la fois en termes de... Ça m'a formé en fait à faire des objets, à apprendre comment les dessiner et aussi comment communiquer les objets, comment créer les supports de communication pour parler des objets et pour les diffuser. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est hyper intéressant de comprendre les différentes formations par lesquelles tu es passé, parce que normalement quand on parle d'un designer, enfin traditionnellement, les designers ils détestent être copiés. Et toi en fait tu adores être copié. Alors pour bien comprendre, parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse ton travail, pour bien comprendre comment tu fonctionnes, je pense que c'est intéressant qu'on regarde quand même très précisément des exemples de création donc, que tu as imaginé. Alors est-ce que tu as un petit favori? Alors je sais que je te demande de choisir parmi tes enfants, mais... Là il y a plusieurs projets. Si on prend le projet qui est tout à droite, donc c'est une table qui est faite juste avec 2 magazines et une planche. Et donc là, c'est vraiment un projet qui est hyper simple. Donc là, tu as pris 2 magazines pour faire le En fait, c'est 2 magazines avec juste des feuilles en fait, qui sont repliées sur elles-mêmes. Et après, donc en fait, on a 2 blocs. Donc un bloc qui est constitué par un magazine. Et donc en fait, on les assemble l'un sur l'autre. On va regarder peut-être dans le livre aussi, il y a toutes les infos. Donc là, du coup, c'est la création que toi, tu dessines, que tu imagines. Et dès le début, en fait, tu pars du matériel. En fait, je pars souvent des matériaux. En fait, c'est souvent même des jeux de construction. Il y a vraiment cette notion de matériaux et de voir ce qu'on peut faire avec. Notamment sur cette table, elle a été reproduite dans pas mal de pays. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, mécaniquement, en fait, on peut mettre jusqu'à 30 ou 40 kilos dessus. En fait, c'est vraiment très solide techniquement et mécaniquement.
Est-ce que tu te reconnais dans l'innovation frugale dont nous parlait Navi? Est-ce que pour toi, c'est une source d'inspiration quand tu dis, je pars, au final, quand je cherche mes nouvelles idées, je pars du matériau, de la matière, de l'usage aussi. Comment toi, tu Oui, te... effectivement, il y a un lien. Après, je dirais que moi, j'essaie vraiment de faire des objets qui sont hyper accessibles, avec très peu de matière et surtout qui sont très peu coûteux en termes de fabrication. Généralement, si on prend l'exemple dans le livre, il y a 35 projets. Et sur les 35 projets, la plupart coûtent entre moins de 20 € en général à réaliser. Donc c'est vraiment des objets très accessibles. Là, on peut voir en fait... donc c'est hyper simple en fait, ça se compose... Là, on a une partie fourniture, où on voit exactement les produits qu'il faut en fait pour fabriquer l'objet et le résultat. Et après, on a une double page avec toutes les étapes de fabrication. En fait, l'idée, c'est un peu que ce soit finalement comme une bande dessinée, avec un système de flèches qui permet de vraiment voir en fait toutes les actions et toutes les étapes pour fabriquer l'objet. Alors moi, je te propose que, parce que tu le mets aussi en vidéo, donc ça, c'est le livre exactement. donc en 1 heure, fabriquer un objet. C'était un peu le défi du livre. C'est un gros défi, ouais. C'est un peu, mais ton idée, c'est quand même le design accessible. Je suis un designer qui aime faire, qui aime partir de la matière, et j'ai envie de rendre ça accessible. Donc, on va regarder la vidéo de cette lampe, parce que l'idée de Pierre aussi, c'est en 1 minute de donner un pas à pas sur. C'est ça, exactement, de montrer toutes les étapes en fait de fabrication de l'objet. Et à chaque fois, tu essayes de prendre des outils aussi qui sont faciles à trouver. Ouais, en fait, à chaque fois, dans le livre, en fait, on est juste parti sur 3 outils. Donc une visseuse, une perceuse visseuse, une scie sauteuse et une petite visseuse pour aller dans les endroits en fait qui sont pas accessibles. Et on est sur un équipement qui est autour de 120 € pour les 3 outils. Donc il y a vraiment ce côté de faire des objets avec des outils entrée de gamme pour que ce soit vraiment accessible au plus grand nombre. Alors évidemment, la particularité de ton design, c'est que en fait, il y a plein de gens qui refont tes créations. Il y a plein de gens qui refont les projets. C'est assez étonnant de voir. Souvent, c'est pas du tout les mêmes types de finition, c'est pas les mêmes peintures. Ça arrive on voit nos objets, les objets que je fais, ils peuvent être peints dans des couleurs hyper flashy. Ou avec par exemple, cette lampe, je l'ai vue dans des proportions aussi complètement différentes. Il y a vraiment, en fait, les gens, en fait, finalement, reprennent les idées, mais avec des largeurs de planches qui peuvent être différentes. Ce qui est intéressant justement, c'est de voir un peu toutes les réinterprétations en fait, des projets, de voir ce que les gens font avec. Donc toi, en fait, tu donnes un socle qui fonctionne, tu donnes un socle fonctionnel et esthétique, et toi, ton idée derrière, en le partageant en open source, c'est que chacun puisse se l'approprier. Exactement. En fait, et le personnaliser. Ouais. L'idée, c'est vraiment en fait de donner quand même des bases, c'est-à-dire que pour que techniquement ça fonctionne. Parce que je prends le livre, mais aussi tout ce qui est vidéo sur ma chaîne YouTube. En fait, l'idée, c'est vraiment de montrer en fait des constructions techniques. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus tout changer. On peut changer certaines choses, mais il faut quand même s'en tenir vraiment au tutoriel de l'objet. Est-ce qu'on t'a reproché des fails de temps en temps? Est-ce que ça t'arrive qu'on t'envoie des messages pour te dire « Ah là là, mais ça marche pas » et parce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont fait des trucs fous, en fait Pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif sur les projets. Après, ça peut être des questions sur des gens qui envoient des idées, en fait. Qui m'envoient « Ah tiens, j'ai une idée, est-ce que tu pourrais faire ça ?» Des fois, des projets assez improbables. Et du coup, ça, c'est amusant. De voir un peu, tu peux nous en donner une idée improbable qui t'a été proposée? Parce que c'est ça aussi la particularité du partage de ton design en open source, c'est que toi, tu donnes, les gens s'approprient, et puis les gens te renvoient aussi des idées et peut-être des nouvelles sources d'inspiration. Est-ce que tu as un exemple comme ça d'une idée qui t'a été partagée? Là, j'ai pas d'exemple précis, mais en fait, en général, soit c'est complètement décalé, ou soit techniquement c'est un peu dangereux, donc du coup c'est pour ça que je vais pas dans cette direction-là. Ok. Alors du coup, en préparant ce petit échange, moi je t'ai demandé s'il y avait des designers qui, comme toi, partageaient aussi leur création en open source. Tu m'as parlé de Ben Uyeda, qui est Ben Uyeda, donc Homemade Modern.
Donc là, l'exemple qu'on peut voir sur l'écran, en fait, Alors, c'est moi, un je escalier. propose qu'on passe la vidéo qui dure 5 minutes sans le son et que du coup, on puisse en parler en même temps, si Ouais. ça te va. C'est-à-dire qu'en fait, le mouvement maker, à l'origine, c'est quand même un mouvement qui vient des États-Unis. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de présenter Ben Ueda. C'est-à-dire que donc lui, c'est Homemade Modern, si vous voulez voir sa chaîne YouTube. Et l'idée, c'était de faire un parallèle avec un projet qui a été fait avec une outillage CNC et de montrer, en fait, là, c'est assez intéressant parce que c'est un escalier qui est juste fait avec par strates. Donc, c'est des strates de contreplaqué qui s'empilent et qui permettent de créer un escalier voilà, assez facilement et le tout avec des fichiers numériques. Donc lui, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il a utilisé cette machine. En fait, c'est sa machine. Je sais pas s'il l'a créée, mais on peut aussi les fabriquer parce que là, c'est une petite machine. Il me semble que là, j'ai pas d'infos là-dessus, mais en gros, ce qui montre, c'est qu'avec une machine de petite dimension, on peut créer des pièces comme ça qui sont découpées via technique CNC, machine CNC, et que derrière, on peut faire un objet qui est quand même assez grand, quoi. Et donc la particularité, pour qu'on on comprenne, mais vous pourrez aller regarder la vidéo, en fait, grâce à sa machine, en fait, il découpe toutes les lattes qui vont former son escalier. Exactement. Selon, je crois qu'il y a une quinzaine de tailles différentes. Parce que ce que vous allez comprendre une fois que... En fait, c'est l'escalier sera l'empilement des plaques qui constituent les marches, en fait. Voilà. Qui font que, effectivement, elles font pas toutes exactement le même format. Et voilà, il y en a des plus ou moins fines pour toute l'amplitude Ouais. de la marche, ce qui fait que au final, l'élément, esthétiquement, est quand même assez incroyable. Je trouve c'est magique. Visuellement, je trouve que c'est un de ses meilleurs projets. Et d'ailleurs, cette vidéo a été énormément partagée. Je pense qu'elle incarne, enfin, tu me dis si tu es d'accord, hein, mais elle incarne quand même ce nouveau design open source où un talent Oui, peut c'est sûr. voilà, Ouais. peut être voilà, partagé comme ça sous la forme en fait de l'idée entière et pas uniquement sous la forme de l'objet. Tout à fait, ouais. Donc je vais vous laisser la fin. Il y a des petits trucs et astuces. Si vous voulez le refaire chez vous, le mieux c'est quand même que vous regardiez la vidéo tranquille à la maison. N'hésitez pas à regarder sa chaîne YouTube. Il y a beaucoup de projets. Là, c'est un projet qui est fait avec une machine CNC, mais il y a aussi des projets qui sont faits avec 3 fois rien, qui sont vraiment très intéressants. Et du coup, pour terminer notre petite discussion, si on essaye de se projeter sur cette question de l'open source, pour toi, où est-ce que ça peut nous mener en fait cette question de parce que c'est un peu un nouveau mode de travail, un nouveau mode de partage. Est-ce que tu as une idée de comment ça peut évoluer? Est-ce que tu penses que ça va évoluer en grandissant? Comment tu vois un peu, toi, la suite, quoi? Déjà, il y a de plus en plus de gens qui partagent des projets sur Internet. Donc, et on voit, en fait, au niveau de l'open source, ce qui est intéressant, je pense, c'est vraiment que les gens puissent personnaliser les objets et de vraiment pouvoir modifier les fichiers et adapter le projet à leurs besoins. Je pense que ça, c'est vraiment un des axes importants. Et moi, c'est comme ça que je vois l'open source évoluer. La suite, quoi. Ouais, exactement. L'idée que dans le fond, demain, on a plus tous envie de consommer la même chose, mais en fait de faire des objets qui nous ressemblent. Après, il y a faire, mais il y a aussi la notion de réparer. C'est-à-dire que l'open source, on peut imaginer que ça peut permettre de réparer de créer des boutons pour des machines électroménagères, où il y a plein de possibilités, en fait. Notamment avec les imprimantes 3D. En fait, je pense on est au tout début. Après, c'est une question. Ce qu'il faudrait, c'est que les machines évoluent encore, que ça aille encore plus vite pour fabriquer les projets. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les imprimantes 3D, il faut beaucoup de temps pour faire un petit objet. Donc, on peut imaginer que le jour où ce sera très rapide, là, on pourra vraiment tous en avoir une chez nous. Parce que ce sera aussi plus accessible en termes de prix. Il faut aussi que là-dessus, ce soit. C'est un point important. Et là, on pourra vraiment réparer et utiliser toutes ces machines chez nous. Un peu comme une imprimante, finalement. Ouais. Comme une imprimante... Qu'on n'a plus, d'ailleurs. Voilà. C'est vrai qu'on en utilise de moins en moins. Bon, merci beaucoup, Pierre. Hein. Pareil, Pierre sera là autour de la bière dans quelques minutes. Merci et bravo pour ce magnifique design. Du coup, au-delà de faire un objet, j'essaye de faire attention au temps parce que je sais que vous avez tous très soif. Non, je rigole. Moi, la première. Ok.
Bon. Donc au-delà de la possibilité de faire un objet, on se rend bien compte on va peut-être pas. Donc c'est possible aujourd'hui de se mettre à faire un escalier, une lampe, tout ça. Mais on peut aussi se dire qu'en fait se mettre à faire, ça nous invite à un nouveau regard sur les objets. Et c'est un petit peu le sujet qu'on va aborder avec Mathieu. Mathieu, je t'invite à venir me rejoindre. Alors Mathieu, du coup, j'en profite pour regarder l'heure sur ton... Voilà, c'est bon. Alors du coup, on va faire une version un peu accélérée de ce qu'on avait imaginé. Je vais essayer d'être ennuyant au possible. Alors du coup, pour te présenter déjà, donc merci d'être là. Donc Mathieu Vergotte. Donc en gros, on a décidé de parler ensemble de faire pour nous questionner. Alors toi, tu es spécialiste de la prospective et de l'innovation chez Uzbek Erika, qui est donc un média qui se présente comme l'explorateur du futur. Et surtout, ce qui est amusant, en tout cas dans notre sujet d'aujourd'hui, c'est que en 2013, quand tu as terminé ta formation à l'ENSI, tu as rédigé une thèse professionnelle sur le thème du do-it-yourself contemporain. Donc, oui. On va se faire un petit flashback il y a 5 ans. On est en 2013. Et donc, Mathieu, tu termines le master en innovation based design. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de faire cette thèse sur ce sujet ? Alors en fait, au moment où je suis à l'ENSI dans ce master, il y a le sujet du mouvement maker qui est assez bouillonnant. Il y a des promesses alors qui vont être tenues ou pas, mais sur l'impression 3D, le mouvement des Fab Labs aussi qui se développe à ce moment-là et qui vient bien évidemment poser des questions à tous les designers qui sont en formation à l'ENSI. Donc c'est un sujet dont on a largement parlé et c'est vrai que moi quand j'ai commencé à regarder ce sujet, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je me suis rendu compte que ça venait faire écho à des contre-cultures qui avaient déjà existé auparavant dans le passé et depuis presque 200 ans dès la première révolution industrielle. Donc voilà, le sujet m'a semblé assez intéressant. Ça bouillonnait, quoi. On sent qu'en 2013, ça bouillonnait. Et toi, tu avais vraiment envie de rentrer dans le sujet. Alors justement, tu parles de culture qui ont été source d'inspiration. C'est pour ça que tu as appelé ça, en fait, ta thèse, tu l'as appelée do-it-yourself contemporain, parce qu'en fait, tu considérais que en 2013, il y avait une nouvelle forme de do-it-yourself qui était en train de naître, avec le numérique, avec les connexions des communautés. Mais en fait, tu te rends compte à ce moment-là que ce n'est que une nouvelle manière de faire des choses, inspirée de cultures qui ont déjà existé de tout temps. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces do-it-yourself non contemporains ? Oui, en effet. C'est vrai que c'était un choix du coup de pas appeler ce travail maker, de pas parler directement de ce sujet par là. Après, do it yourself, c'est pareil, c'est un nom choisi à un moment donné. Je sais pas s'il y a un nom qui pourrait synthétiser tout ce qui se passe depuis 200 ans, mais en tout cas, c'est vrai que on va dire que dès l'apparition de la société industrielle est apparue des communautés de penseurs et de faiseurs qui se sont un peu inscrits en faux par rapport à cette société industrielle. Et c'est vrai, quand on dit faire par soi-même, quelque part, ça veut dire aussi faire sans, voire faire contre un système. Et les premiers à s'organiser autour de cette thématique-là, c'est ce qu'on s'appelle les Shakers. Donc c'est une communauté religieuse qui pensait que par essence l'être humain est mauvais et qu'avec par le dur labeur, qu'il pouvait se purifier et éviter l'enfer. Donc quand ils ont vu des machines automatiques qui prenaient le travail de nous êtres humains, ça ne leur a pas plu beaucoup. Et du coup, voilà, ils sont retirés en communauté et ont commencé par tout refaire par eux-mêmes. Donc directement, on voit que le fait de faire par soi-même est devenu une posture donc là religieuse, mais avant tout idéologique. C'est une façon d'adresser un message. Et c'est vrai que par la suite, les gens qui ont repris le travail de William Morris et John Ruskin, les art and craft, les arts et métiers, se sont aussi positionnés par rapport à ça. Et on voulait envoyer un message par rapport à ce développement de cette société industrielle qui, quelque part, venait aliéner le travail des ouvriers et les déposséder de leur savoir-faire. Par la suite, il y a un mouvement qu'on appelle les castors qui est apparu après-guerre, où là c'était plus un DIY de résilience, j'ai envie de dire, mais qui sont mis à reconstruire des maisons, parce qu'après la guerre, c'est difficile d'obtenir des crédits et d'avoir des revenus. Puis on a eu les hippies et les punks derrière aussi, qui se sont appuyés sur le fait de faire par soi-même, pour se réapproprier les moyens de fabriquer des choses, mais aussi de penser le monde et d'incarner une vision du monde.
Et donc successivement, on a vu comme ça dans le temps. Alors, comme je disais, les shakers c'était religieux. Il y en a qui étaient très anticapitalistes. Voilà, et il y a eu des façons d'incarner ça, notamment les punks l'ont fait beaucoup par la musique, l'auto-édition, l'autoproduction, qu'ont pas fait les hippies ou les art and craft. Mais on trouve quand même une colonne vertébrale autour de ce sujet, quoi. Alors du coup, qu'est-ce qui fait que le do-it-yourself dans sa version des années 2000 est différent des versions des communautés dont tu viens de parler? Bah déjà, il y a l'apparition de quelque chose que vous connaissez tous, je crois, qui s'appelle Internet, qui a vraiment donné un écho et des moyens de partage et de propagation des savoirs qui est colossal. Internet donne beaucoup de place à ce qu'on appelle l'amateur. Il est partout, que ce soit des vidéos sur YouTube ou la connaissance via Wikipédia, etc., etc. Le lambda qu'on est tous est vraiment partout dans ces dispositifs, enfin le dispositif médiatique qui est Internet, et ce qui change de la télévision, de la radio qui était beaucoup plus verticale. Donc on a déjà l'apparition à la fois de cette possibilité technique, mais aussi de ce nouveau rapport à l'information et l'horizontalisation. Au partage. Exactement. Et le côté très collaboratif, le partage entre pairs. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a on a déjà un peu évoqué, mais l'apparition, en tout cas la déclinaison du principe d'open source à la sphère matérielle. Et l'apparition de machines à commande numérique comme les imprimantes 3D ou les CNC qui donnent d'autres possibilités techniques et qui en tout cas donnent là où les communautés précédentes étaient souvent délimitées par un lieu physique, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient dans des villes ou des petites communautés et le partage était là. Le plus grand partage qu'il y a eu, c'est le Wall Earth Catalog qui était l'équivalent des blogs où on partage ou des communautés comme la tienne. Mais qui était un bouquin et qu'on se passait de la main à la main. Aujourd'hui, c'est incroyable les connaissances qu'on a à disposition. Je pense à mon neveu qui a eu un skateboard pour Noël et le lendemain, je me dis tiens, je vais lui montrer. Et puis il me dit ah ouais, oui, je veux bien que tu me montres. J'ai regardé des tutos tout à l'heure. Je crois que donc il y a effectivement cette orientation qui est très très forte. Et il y a aussi un élément de contexte, ce que moi j'ai appelé un DIY de crise. Donc on parlait de Jugal avec Navi tout à l'heure. Effectivement, quand on voit les stats qui donnaient sur des pays en voie de développement où des gens n'ont pas accès à des ressources comme on l'a aujourd'hui, donc ça force aussi à être ingénieux. Ou à Cuba, il y a des exemples extrêmement intéressants du fait des embargos, de ce que les gens ont dû et ont pu créer par eux-mêmes pour être résilients tout bonnement. Un DIY aussi de crise d'un point de vue entrepreneurial et des industries. Constance le sait bien, mais voilà, il y a toutes les boîtes veulent innover aujourd'hui, elles ne savent plus comment faire, donc elles sont contentes de voir des moyens agiles et nouveaux pour innover. Donc elles sont venues regarder du côté des makers ce qui se passait. Ou alors, tout bonnement, quand on prend l'exemple de Détroit aussi, qui est quasiment une ville qui a fait faillite, où les entreprises ne sont plus là, que les services publics sont très très défaillants, les gens se remettent un peu à eux-mêmes, donc faire par soi-même devient une sorte de nécessité. Et le troisième élément de contexte qui fait qu'il y a un DIY qui est particulier aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé moi le DIY de distraction, où les gens se mettent à faire par eux-mêmes pour s'amuser, mais au-delà de s'amuser, pour vraiment s'épanouir. Et il y a la stat que tu donnais, 93% des gens ont fait des choses. Et du coup, j'en ai autre avec 93%, c'est que les gens trouvent que ça participe à être heureux. Donc, par rapport je pense qu'on va y revenir après, mais notre rapport au travail aussi, où on fait de moins en moins de choses avec les mains, il y a aussi une recherche d'épanouissement au travers du DIY aujourd'hui. Oui, tu me parlais par exemple de La révolte des premiers de la classe, qui est un livre qui a fait grand bruit. Pour toi, il y a un vrai lien avec notre rapport au travail aussi. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé cette petite, ton intervention faire pour nous questionner, parce qu'en fait, toi, dans ton observation sur ce phénomène do it yourself, tu dis ok, maintenant on a des machines, on est tous connectés entre nous, donc on peut partager nos savoir-faire. Mais au-delà de ça, en fait, le fait qu'on soit capable de faire tout ça nous pose la question du sens, de la conscience. Alors comment tu as connecté, parce que là je fais un raccourci très très rapide, comment tu connectes du coup toutes ces questions, en fait, la question économique, la question du loisir, la question du travail,
Comment tout ça est lié en fait En fait, à un moment de ma recherche, très vite, c'est venu se poser la question en fait, le mouvement maker, c'est quoi? Le DIY, c'est quoi? Qui est un maker? Qui a le droit de s'en revendiquer ou pas? Et on a évoqué là rapidement une multitude d'acteurs, que ce soit donc les citoyens, les entreprises. Il y a vraiment beaucoup de gens qui en tout cas, qui s'en revendiquent, qui pratiquent le DIY. Et rapidement, j'avais envie de répondre à ça, savoir qui est-ce qu'on était, qui est-ce qu'on n'était pas. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas très intéressant parce que ça m'a amené à délivrer une espèce de droit à se revendiquer ou pas. Et je me suis dit, c'est pas ça le sujet. Au-delà de la terminologie maker, au-delà des lieux qui peuvent incarner comme les Fab Labs, je me suis rendu compte que ça venait faire écho à un certain nombre de réflexions. Donc à la fois sur le système économique et social. Souvent, quand on a collé aux questions sur le DIY et le mouvement maker, il y a le sujet des communs versus le capitalisme. Et donc là, il y a tout un sujet autour de la société de consommation. Donc il y a tout un tas de choses qui viennent un peu questionner notre système économique et social qui est le nôtre depuis peut-être 200 ou 300 ans, mais avant c'était autrement. Et en tout cas, aujourd'hui, ça repose des questions. Comme je disais, ça vient aussi questionner notre rapport au travail, et notamment au travail manuel. C'est-à-dire que la société industrielle a mis en place une distinction assez forte entre les cols blancs et les cols bleus et les cols blancs, les cerveaux et la main. Et alors, je ne sais plus qui disait ça, mais c'était une distinction qui a été faite d'un point de vue opérationnel, mais aussi social. Voilà, aujourd'hui, c'est très questionné, donc notamment, tu sais, la révolte des premiers de la classe. Voilà, quel sens on trouve dans le travail qu'on fait? Quelle est l'intelligence de la main? Il y a ce livre, L'éloge du carburateur de Matthew Crawford, qui vient aussi questionner notre rapport au travail de la main et globalement effectivement l'épanouissement qu'on peut y trouver. Et le troisième chose que moi j'ai trouvé que ça venait questionner, c'était notre rapport à l'objet. Parce que derrière l'idée du mouvement maker et du DIY, il y a effectivement des choses qu'on a évoquées, mais la question de la réparation et de la valeur qu'on donne à l'objet. Quelque chose qu'on fabrique par soi-même. Et enfin voilà, vous prenez une chaise que vous avez fait vous-même, que vous avez achetée chez Ikea, vous n'allez pas la respecter de la même façon. Voilà. On y met une part de soi quand on fabrique quelque chose. Et voilà, on a une affection particulière à un objet qu'on fabrique. Et au-delà de ça, il y a aussi toutes les questions aujourd'hui. Je pense que tout le monde est un peu concerné par le fait de pouvoir réparer, pour le fait de pouvoir augmenter son objet sans en racheter un, etc. etc. Donc en fait, je pense que, alors, je ne fais pas une conclusion avant l'heure, mais presque, mais je trouve que ces sujets-là, au-delà de dire maker, pas maker, Fab Lab, pas Fab Lab, etc., au final, ce n'est pas ce qui m'a semblé le plus pertinent. Et je pense que ces questions-là, par contre, sur le travail, sur le système économique et social et sur les objets, sont peut-être ce qui va rester au-delà des formes organisationnelles qui existent aujourd'hui. Bah écoute, si, c'est une super conclusion. Merci Mathieu. Juste parce qu'on n'a pas le temps d'aborder le sujet, mais c'est quand même très très original, donc je préfère en parler. Donc aujourd'hui chez Uzbek Erika, vous imaginez aussi des formes un peu do it yourself de la conscience citoyenne. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Et je vous invite à ceux qui sont intéressés par le sujet à aller en parler avec Mathieu autour de la petite bière qui se rapproche rapidement. Vous avez notamment mis en place le tribunal des générations futures, un format super amusant, où en gros des étudiants débattent de sujets comme faut-il abolir le salariat, ou encore faut-il démanteler Google, donc avec des mises en scène assez amusantes, voilà, comme si en fait le do it yourself c'était aussi une manière de se réapproprier le débat citoyen et notre conscience. Bah, merci beaucoup pour cet échange. Merci Mathieu. Du coup, rapidement, pour faire une petite conclusion, j'espère que vous avez été inspirés par ce que vous avez pu entendre de nos trois regards et de celui de Navi qui était donc par visio. Moi, j'ai une petite conclusion quand même à partager avec vous. Faire nous invite sans doute à remettre un peu, évidemment, de créativité, à remettre nos mains, à remettre aussi, comme on l'a vu, sans doute un peu de sens et de conscience dans les objets qui nous entourent, dans ce que nous mangeons, dans notre quotidien. Aujourd'hui, on a tous accès à des outils numériques collaboratifs, à des lieux, à des savoir-faire qui sont partagés et à des nouvelles manières de faire au quotidien. C'est sans doute l'occasion pour chacun de nous de ne plus être un consommateur passif, mais de devenir un conso-maker proactif, créatif et engagé.
J'avais prévu de vous parler du Challenge des Makers qu'on organise donc là pour sa 2e édition. Je vais aller très rapidement dessus parce que toutes les informations seront partagées sur We Are Makers dès demain. Donc rapidement, le Challenge des Makers, en fait c'est une grande fête de fabrication manuelle ouverte à tous qu'on avait organisée l'année dernière, j'ai envie de dire à petite échelle, à l'échelle de la communauté qui était déjà voilà, fédérée autour de We Are Makers. Et en fait on a été un peu surpris par cet événement. L'objectif, c'était d'inviter chacun à venir se mettre à faire quelque chose. Parce que peut-être parmi vous, il y en a qui se disent bah, c'est super, oui, aujourd'hui, on peut peut-être tous refaire quelque chose. Mais souvent, on entend quand même les gens dire bah oui, mais non, mais moi, je sais pas faire ou bah, je vais pas m'y mettre tout seul. Et donc, justement, cet événement, pour nous, c'était l'occasion de dire mais même que tu sois débutant, que tu sois confirmé, tu peux en fait, pour ce challenge, former une équipe. Donc c'est ça le concept en fait qui fait que le challenge est ouvert à tout le monde. Il suffit de former une équipe. Donc qu'on soit à Lille, à Marseille, à Lorient ou à Strasbourg, on forme une équipe avec ses collègues, avec ses amis, avec ses amis du Fab Lab, entre 3 et 7 personnes. Et en fait, chaque équipe va choisir le thème sur lequel elle va fabriquer. Et donc c'est en ça que au sein de l'équipe, les gens vont se challenger d'un point de vue créatif. Et en fait, au-delà de challenger les équipes les unes avec les autres, ce qui nous intéresse, c'est d'encourager chacun de nous à former des équipes pour justement apprendre des nouvelles techniques, partager des savoir-faire, faire des brainstorming, que ce soit autour d'une bière ou d'une fraiseuse numérique. Donc pour retenir les quelques dates, voilà, si vous avez envie de partager cet événement autour de vous ou même d'y participer, donc les équipes ont jusqu'au 16 mai pour s'inscrire. Ensuite, une fois qu'on aura validé les inscriptions des équipes, jusqu'au 24 juin, elles pourront créer et venir publier leur tutoriel sur We Are Makers. Et on vous donne rendez-vous donc ici le 3 juillet, puisqu'en fait on fera ici, donc Maïf Social Club, un petit événement de clôture pour annoncer les gagnants. Et donc évidemment cet événement est coordonné par toute l'équipe We Are Makers, donc c'est pour moi l'occasion de vous les montrer. Bon, vous avez vu, on a sorti un beau tablier rouge pour l'occasion. Donc il y a Cindy, Claire, Julie derrière son ordinateur et Stéphane, je sais pas où il est, et il est parti. Et il est déjà à la bière, il est en train de préparer les coups. Voilà, notre petite conférence touche à sa fin. Donc je vous propose maintenant d'aller refaire le monde, mais cette fois-ci autour d'une bonne bière, brassée localement. Et vous pourrez goûter les petites gourmandises fabriquées à la main par Céline, qui est donc une membre active de notre communauté. Merci à tous et j'espère à tout de suite autour d'une bonne petite bière. Voilà.